Μια καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω για την εκδήλωσή μας της Γαλλικής Σχολής, την εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο για το έργο της Γαλλικής Σχολής. C'est avec un très grand plaisir que je vous accueille ce soir pour cette conférence traditionnelle annuelle dans laquelle je vais vous présenter les travaux de l'année de 2015. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis, nous nous retrouvons ce soir pour cette traditionnelle conférence sur les travaux de l'école et je souhaite tout de suite, en commençant, remercier le directeur de l'Institut français de Grèce, M. Michael Auchan, qui nous offre ce soir, et comme chaque année, l'hospitalité de l'amphithéâtre Angelopoulos, qui nous permet d'être à l'aise pour suivre ces travaux. Ensuite, comme chaque année aussi, mais je vais tâcher de faire un effort, j'ai promis à Mme Irène Chiotelis, notre courageuse interprète, de parler moins et moins vite. Il serait temps que j'y parvienne. Ça fait 5 ans que je fais la conférence en me jurant de parler moins vite, mais je ne suis pas parvenu, donc j'ai promis et je vais essayer, Madame Chiotelis, de tenir ma parole ce soir. En tout cas, merci pour votre travail. L'année 2015 a été une année difficile pour la France et pour la Grèce. De terribles attentats ont frappé notre pays. Et je tiens à remercier ici tous les collègues et amis qui, à cette occasion, et à ces 2 occasions, malheureusement, nous ont exprimé leur solidarité à l'égard de l'école, de notre communauté, et plus largement à l'égard de la communauté des chercheurs français qui travaillent en Grèce. Par ailleurs, des incertitudes politiques et économiques ont marqué la Grèce profondément, et nous avons partagé l'inquiétude de nos amis pendant toute cette période. Mais 2015 a aussi apporté son lot d'événements heureux. Le 23 octobre, l'école a reçu le président de la République française, accompagné des ministres de la Culture et de l'Éducation, dans une visite mémorable, et pas seulement pour la quantité d'eau tombée ce jour-là, particulièrement remarquable pour la Grèce. Il faut dire que depuis, on a fait beaucoup mieux en matière de quantité d'eau tombée sur les Français. Deuxième événement heureux de l'année 2015, l'exposition Terrapolis, organisée par la Fondation Néon dans le jardin de l'école, qui a connu un énorme succès en recevant plus de 15 000 visiteurs en 1 mois et demi, dont de nombreux enfants qui ont égayé les week-ends de tout le mois de mai et du mois de juillet. Ça a été un grand bonheur pour l'école d'accueillir tout ce public qui découvrait, pour une grande partie d'entre eux, pour la première fois, les jardins de l'école. L'activité de l'école française a été rendue possible, comme chaque année, grâce au ministère grec de la Culture et de son personnel. Je veux remercier Madame la secrétaire générale du ministère, Madame Maria Vlazaki, la directrice générale des Antiquités, Madame Elena Korka, ainsi que les directrices, Mesdames Elena Koudouri, Susanna Julia Capelloni, Evgenia Yeroussi et Konstantina Benissi, et à la direction des anastylos, c'est-à-dire des restaurations, Monsieur Demosthène Zwolopoulos. Nous avons trouvé, comme chaque année, dans les euphories auprès de nos collègues, le meilleur accueil à Kavala avec Mesdames Dadaki et Malamidou, à Delphes avec Madame Salti et Monsieur Petrochilos, à Délos avec Monsieur Athanasoulis et Madame Papadopoulou, à Argos avec Mesdames Papadimitriou et Banaka, à Aios Nikolaos en Crète avec Mesdames Sofianou et Zografaki, ainsi qu'à Héraclione, puisque maintenant le palais de Malia relève de l'euphorie d'Héraclione, avec Madame Sifiakaki. Enfin, à Chypre, je remercie vivement pour leur aide la directrice du département des Antiquités, Madame Maria Solomindou, la directrice des musées, Madame Despopilides, et à Limassol, notre collègue Yanis Violaris. Grâce à eux tous, l'école a pu accomplir son travail. Une baisse de nos moyens très sensible nous a obligés en 2015 à réduire certaines de nos activités. Nous sommes du coup d'autant plus reconnaissants à l'égard des institutions et de nos partenaires qui, en nous soutenant, nous ont permis de réaliser une grande partie de notre programme malgré tout. Vous avez ici une partie de ces institutions qui nous ont aidés. Je remercie tout particulièrement le ministère des Affaires étrangères et la Commission des fouilles française qui a contribué au financement de 4 de nos missions, de nos programmes. Comme vous le savez, l'école française est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Il est à ce titre intégré dans un réseau dont je vous ai déjà parlé, qui est le réseau des écoles françaises à l'étranger.
Ce réseau a poursuivi son développement avec la création d'un comité des directeurs qui s'est réuni à plusieurs reprises. Et je salue à cette occasion la présence parmi nous ce soir du directeur de l'Institut français d'archéologie orientale, M. Laurent Bavet, qui nous a fait l'amitié de venir ce soir, ainsi que le directeur des études, M. Nicolas Michel. Plusieurs opérations communes de publication, de colloques, vous en avez 2 exemples ici, ont eu lieu dans le cadre de ce réseau. C'est aussi dans ce cadre que les membres de l'École française d'Athènes ont organisé un voyage en Italie avec l'École française de Rome et le Centre Jean Bérard en mars 2015 pour visiter Pompéi, Paestum et un certain nombre de sites et de musées à Rome. Ces échanges entre jeunes chercheurs est évidemment un des gains considérables de ce réseau. L'œuvre de l'école que je vais vous présenter repose, comme chaque année, et d'abord principalement, c'est le fait d'une équipe engagée et dévouée qui ne cesse de se renouveler. 2015 a vu l'arrivée d'un nouveau directeur des études pour la section moderne et contemporaine, M. Tassos Anastassiadis de l'Université de McGill, et d'un nouveau conservateur, M. François-Xavier André de la Bibliothèque universitaire de Paris 3. Ils ont rejoint l'équipe pendant d'autres partaient. Je tiens ce soir à saluer le départ du directeur des études de la section antique, M. Julien Fournier, et de M. Serge Lemarchand, l'agent comptable. Ils quittent l'école cet été. Je leur exprime, j'aurai l'occasion de le faire à d'autres circonstances, mais je voulais le faire devant vous, toute notre reconnaissance pour le travail accompli pendant toutes ces années, depuis 2012. Les membres constituent la force principale de l'école française pour accomplir les programmes de recherche. Dans tous les programmes que je vais vous présenter, ils sont présents à un ou 2 à chaque fois dans ces programmes. Nous avons accueilli en 2015 2 nouveaux membres, un byzantiniste, M. Brendan Oswald, spécialiste du despotat d'Épire, et une moderniste, Mme Lena Korma, spécialiste d'histoire contemporaine et de la Grande Guerre en Grèce. L'école française, comme vous le savez, a en Grèce une triple mission de formation, de recherche et de diffusion. Je serai rapide sur la première, même si elle constitue une part importante de notre activité d'accueil des jeunes chercheurs français et étrangers qui viennent en Grèce pour des durées variables. Vous avez ici les chiffres et les nationalités de la quarantaine d'étudiants accueillis comme jeunes boursiers d'1 mois à l'école pour venir travailler à la bibliothèque ou dans différents musées ou sur des sites de l'école. À cette quarantaine s'ajoutent 200 à 300 étudiants venus sur les fouilles et dans les différents programmes que nous organisons. Une partie de ces étudiants a participé à des séminaires de formation. Vous en avez 2 exemples ici. L'un qui s'est tenu à Athènes et qui portait sur les études urbaines contemporaines, et un autre qui s'est tenu à Chypre, intitulé « Dynamique spatiale et territoriale à Chypre dans l'Antiquité ». En matière de recherche, qui est la partie que je voudrais vous présenter ce soir plus précisément, le volume d'activité de l'école en 2015 a été réduit par rapport à 2014, mais il est resté important grâce aux nombreux soutiens que nous avons eus. 73 missions pour la section antique sur les sites traditionnels de l'école française d'Athènes, auxquelles s'ajoute une dizaine d'opérations au titre de la section contemporaine. C'est un volume tout à fait honorable malgré tout et malgré les difficultés. Je vous présenterai évidemment une sélection seulement de l'ensemble de ces opérations. Pour la section antique, l'école a travaillé, vous l'avez sur cette carte, sur 11 sites. Les principes de la programmation, pour ne pas rentrer dans les détails, étaient les suivants pour l'année 2015. Soutenir d'abord les missions d'études pour publication, car c'est un des aspects de notre travail d'archéologue qui n'est pas seulement de faire des fouilles, mais qui est aussi d'étudier pour publier. Premier point. Deuxième point, sur le terrain lui-même, privilégier les travaux de topographie et d'études de l'histoire du paysage et de l'environnement, avec les études en particulier de géomorphologie. Et vous verrez sur les différents sites un grand nombre d'opérations liées à ces enquêtes de l'environnement des sites archéologiques et de l'histoire de cet environnement et des paysages. Troisième axe de notre programmation, développer des outils numériques de gestion des données produites par les programmes et des archives sous la forme de systèmes d'information géographique que nous abrégeons SIG et qui sont aujourd'hui des outils indispensables pour la recherche et pour les chercheurs. Nous avions mis au point ce SIG de Delos, je vous en avais parlé l'an dernier, c'est celui qui est à l'écran, qui est aujourd'hui un outil partagé entre les chercheurs de l'ensemble des chercheurs qui travaillent à l'école à Delos et du service archéologique et du ministère grec de la Culture pour gérer les données produites sur le site de Delos et gérer en particulier le site.
Nous avons développé cet outil, nous sommes en train de le développer sur d'autres sites, à Philippe sur le forum, à Thasos sur l'Agora, et nous unissons les données graphiques que nous possédons déjà pour les géoréférencer et ensuite introduire les données archéologiques. Nous l'avons fait à Argos, et nous l'avons commencé à le faire à Argos, et nous l'avons fait aussi à Amathonte, en particulier sur des fouilles menées par le département des Antiquités dans les nécropoles. Il s'agit de reporter la totalité des nécropoles fouillées par le service sur un plan topographique général, accessible en ligne, avec pour chaque tombe le matériel découvert, de façon à favoriser l'étude à travers le monde par les chercheurs intéressés par ce matériel. Dernier principe, dernier axe de cette programmation, participer aux travaux de restauration et d'aménagement, en particulier là où il était urgent d'agir. Un seul exemple, nous avons mené pas mal d'opérations, mais je vous cite un seul exemple qui me paraît assez exemplaire et des urgences et de ce que nous arrivons à faire, même si ce n'est pas suffisant, Délos. L'année 2015 a vu quelque chose d'assez original à Délos, la mise en place d'un conseil, d'une épitropie, dédiée à la gestion du site et d'une épitropie franco-grecque. Elle rassemble des personnels de l'Éphorie des Cyclades, de l'École française d'Athènes et du site de Pompéi. En particulier, le surintendant de Pompéi participe à ce conseil. Il a pour objectif de mettre au point une politique commune d'aménagement et de mise en valeur des vestiges de l'île. Le conseil a été créé par le Conseil archéologique central du ministère l'année dernière. Le FA s'est chargé dans ce cadre, en 2015, grâce à un financement de la fondation américaine Kaplan, de lutter contre les effets de la montée du niveau marin. Vous avez ici quelques exemples de la montée du niveau de la mer sensible à Délos. Une des maisons de l'école française est directement menacée, puisqu'aujourd'hui une partie de ses fondations sont dans la mer, alors qu'il y a quelques années encore, la mer se trouvait à quelques mètres de là. La mer s'introduit dans les monuments et sur les places en bordure de mer et attaque les monuments et les marbres qui se trouvent sur ces zones. Grâce à ce financement, nous avons pu mener 2 opérations. D'une part, des travaux de consolidation sur les murs les plus menacés par la remontée des sels marins dans les enduits qui détruisent progressivement les enduits et sapent les murs à la base. Et d'autre part, plus difficile, l'évacuation des blocs de marbre aujourd'hui atteints par l'eau salée et rongés par le sel, qu'il a fallu déplacer dans des conditions techniques assez difficiles. L'île de Délos, vous savez, est une île entièrement déserte. Il n'y a pas de route. Pour y apporter des engins, c'est des bateaux spéciaux qu'il faut. Il faut des planches, il faut du matériel. Et nous étions dans une zone en plus de marécage, puisque la mer y est maintenant quasiment à demeure. L'opération a été compliquée. C'est une dizaine de tonnes de marbre qu'il a fallu déplacer pour les stocker ailleurs, temporairement, construire une dalle de béton pour pouvoir les reposer et un plan de repositionnement de ces blocs classés, identifiés et inventoriés a été validé par le Conseil archéologique central. C'est l'opération qui doit se dérouler dans les années qui viennent. Voici maintenant quelques opérations de terrain qui ont été menées sur quelques-uns des sites que je vous ai présentés tout à l'heure sur la carte. Tout d'abord à Philippe. Dans le cadre de la candidature du site de Philippe à la liste des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Éphorie de Kavala a mené un certain nombre de travaux d'aménagement, de déplacement de déblais, auxquels l'école a apporté son concours. Le déplacement de déblais a permis la découverte d'un curieux trésor que vous avez ici à l'écran, un trésor monétaire composé de plusieurs dizaines de monnaies d'époque romaine, emballé dans un journal daté du 8 août 1993, et enfermé dans un pot de confiture. Un peu surprenant comme découverte, c'est au moins le poteau rose. En tout cas, ça enrichit les collections du musée avantageusement. Ça a dû faire ça a rendu quelqu'un de triste probablement sur le site, mais enfin, nous l'avons retrouvé. L'étude du forum a été poursuivie, ainsi que celle des inscriptions, en vue du prochain volume du corpus. Nous avons déjà sorti le premier volume en 2014, nous préparons le volume suivant. Par ailleurs, l'exposition sur le centenaire des fouilles, qui avait été présentée à Thessalonique et à Kavala en 2014, et a été envoyée en Suisse, où elle était présentée à l'université de Lausanne, puis dans celle de Genève, avec une conférence à la Fondation Art,
en présence du casque de Paul Collard, c'est-à-dire de l'archéologue qui voyage comme ça à travers l'Europe pour accompagner l'exposition. Il était en Grèce, il est en Suisse et il est allé ensuite en France. L'exposition a été présentée dans différentes universités, à Besançon et à Bordeaux. Elle a surtout été présentée à l'UNESCO en septembre pendant une semaine et elle a eu un très grand succès. La candidature de Philippe poursuit son cours à l'UNESCO. Nous espérons évidemment le meilleur pour cette candidature. Le site de Philippe est un site très important dans le nord de la Grèce. Autre site sur lequel l'école est intervenue, à Thasos, 15 missions ont été conduites. Un programme important a été achevé en 2015 sur l'agora de Thasos avec une étude de la dynamique de l'eau, en particulier des eaux de résurgence qui arrivent sur l'agora et qui inondent régulièrement cette agora en la rendant impraticable. Des carottages ont été menés sur l'agora et ont permis de montrer, ont obtenu un résultat surprenant. C'est la découverte sur le site de l'agora, aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ, la présence de dépôts marins et de dépôts marqués par l'eau qui montrent que sous l'agora, une date finalement encore assez tardive, les Thasiens devaient faire face à une zone inondable, ce qui n'était pas très commode pour installer leur agora. Il leur a donc fallu faire de gros travaux d'aménagement. C'est une donnée nouvelle dans l'histoire urbaine de Thasos. Autre site sur lequel nous sommes intervenus de manière nouvelle, même si c'était une reprise, c'est en Béotie. L'école a repris l'étude du Val des Muses, près de Thèbes, où Jameau avait fouillé, anciennement de l'école française, avait fouillé l'hôtel des Muses en particulier. Une mission de topographie a été conduite sur place pour pouvoir repositionner les ruines sur des plans géoréférencés à partir des archives que nous avions, qui ne sont pas très nombreuses, mais surtout la reconnaissance sur place. Cette mission permettra de relever l'ensemble des vestiges, en particulier l'hôtel des Muses, qui fait l'objet d'une nouvelle étude qui sera publiée prochainement. Un financement de l'Agence nationale pour la recherche franco-allemande permet à l'école de poursuivre la préparation du corpus des inscriptions de Béotie avec un jeune chercheur financé sur ce support. À Delphes, l'école a mené une dizaine de missions d'études. C'est un des gros sites sur lequel l'école mène beaucoup de missions d'études pour publication. Une recherche particulière que je vous signale, car elle apporte une perspective un peu nouvelle sur le site, a été menée sur la question des sacrifices dans le sanctuaire et plus particulièrement les hécatombes, dont nous savons que c'est plusieurs dizaines de bêtes qu'il faut amener dans le sanctuaire, égorger, découper, équarrir, faire cuire. Or, le sanctuaire, vous le voyez sur l'image en haut à droite, dans une reconstitution formelle en 3D, c'est un endroit qui est très encombré par les monuments et par les offrandes. On voit mal comment faire circuler plusieurs dizaines de bœufs et les exécuter. Donc, un programme a été développé pour réfléchir sur les conditions matérielles du sacrifice et des sacrifices accomplis en l'honneur d'Apollon, avec plusieurs propositions qui sont en cours d'examen. Une première proposition qui est le lieu d'abattage et de dépeçage et ensuite de vente de la viande pour les fidèles, qui pourrait être à l'emplacement de l'agora romaine, en bas, à l'entrée, et un lieu de cuisson qui pourrait se trouver à l'extérieur, à côté du portique ouest. C'est des hypothèses sur lesquelles l'équipe va maintenant travailler. Au musée de Delphes, une mission a été conduite portant sur la polychromie architecturale du trésor de Sifnos. Grâce à l'aide du personnel de l'Éphorie et du musée, les équipes ont pu travailler dans de très bonnes conditions pour faire de nouveaux relevés de façon à compléter les données d'archives. Vous avez ici un dessin de l'architecte Tournaire et un dessin du dessinateur de l'école La Fonseca relevant les traces de couleurs visibles au moment de la découverte. Un nouveau relevé avec des appareils photo un peu spéciaux permettent de faire apparaître des couleurs de manière plus complète et de reprendre l'étude de la polychromie qui avait été faite récemment par notre collègue allemand Brinkmann, mais de reprendre cette fois-ci plus précisément avec une étude qui topographie précisément
les pigments de couleur et qui surtout identifie ces pigments de couleur. Nous avons pour l'instant identifié du bleu égyptien et du minium, donc du rouge très vif présent. D'autres pigments sont en cours d'analyse. Vous savez que la polychromie a fait l'objet et fait encore l'objet d'expositions au musée de l'Acropole. C'est une des grandes questions. Nous avons aujourd'hui les moyens d'investiguer cette question de manière un peu plus précise qu'auparavant. À côté de Delphes, le site de Kira, où c'est un site de l'âge du bronze moyen, 1800 avant Jésus-Christ à peu près. 2 opérations intéressantes ont été menées. Tout d'abord, autour du site, une étude du paysage et de l'environnement, avec prélèvement, a établi une chose surprenante, la présence à l'est du site, vous le voyez sur le dessin de droite, d'un épais niveau de sédimentation marine chargé en sel, limité par un mur identifié jusqu'à présent comme un mur d'enceinte, une muraille. Et cette présence de sel et de niveau marin semble indiquer que, à une date dans l'Antiquité qu'il reste encore à situer précisément, mais en tout cas sûrement à l'âge du bronze et peut-être encore au-delà, cette zone était une zone où la mer pénétrait encore suffisamment en avant et que donc la ligne de côte se trouvait beaucoup plus dans les terres qu'elle n'est aujourd'hui. Il y a là une situation qui mérite d'être étudiée de près, d'autant plus que l'éphorie de Delphes, par des travaux des fouilles de sauvetage, mais aussi par des travaux sur les Phédriades, apporte de nouveaux résultats sur les données géomorphologiques qui concernent la plaine d'Itéa. Il y a là un ensemble de données qui vont produire de nouveaux résultats dans les années qui viennent. Deuxième programme à Delphes, à Kira, une fouille qui a été menée sur le site lui-même, avec la découverte de tombes, en particulier d'une inhumation individuelle d'une jeune adulte installée dans une fosse dont les parois étaient peut-être en bois et qui, chose rarissime à Kira, était enterrée avec de nombreux objets, dont certains en métal, en bronze, bracelets, boucles d'oreilles, broches à vêtements en bronze, bagues en argent, peignes en os et fusailloles. À proximité, c'est la deuxième tombe à droite, se trouvait une autre tombe avec 3 individus rassemblés dans une seule tombe. Tout ça date du bronze moyen, donc de l'époque du site. À Argos, ensuite, l'école a contribué, comme l'an dernier, à ce travail énorme de déménagement du musée en prévision du nouveau musée d'Argos dont les travaux devraient commencer prochainement. On signalera parmi les études la poursuite de l'étude de l'enceinte hellénistique avec le nettoyage et le relevé de 2 citernes datées du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ et qui viennent compléter notre connaissance du système de défense et du système d'autonomie de la cité grâce à ces citernes de grande capacité. Un programme de géomorphologie mené en parallèle a permis de mettre en évidence un certain nombre de faits marquants dans le paysage autour d'Argos, qui est un paysage qui a beaucoup changé depuis l'Antiquité. En particulier, on a mis en évidence la présence d'un lac qui se trouvait à moins de 500 mètres de la limite sud de la cité antique. Et donc, on a là une donnée nouvelle dans le paysage. Ces études d'environnement et de paysage renouvellent profondément la connaissance des sites que nous avions jusqu'à présent. Les datations sont en cours pour la date précise de ce lac. À Délos, d'un point de vue des programmes scientifiques que nous avons menés, l'école a mené 15 missions d'études. C'est le site sur lequel nous avons le plus de missions actuellement et le plus de matériel à publier. On retiendra en particulier la poursuite d'un programme dont je vous ai déjà parlé qui porte sur les latrines et qui consiste à relever l'ensemble des latrines présentes dans les maisons de Délos, il y en a plus d'une centaine, et d'en faire un relevé précis et de faire des prélèvements pour des études de paléoparasitologie, étudier l'état de santé de la population, qui est en cours aujourd'hui, menée dans les laboratoires de Bordeaux en particulier, et dont on attend les résultats très prochainement. Cette année, la chose originale, c'est la découverte d'urinoirs mobiles qui permettaient probablement de récupérer l'urine pour servir, vous le savez, au travail des foulons, pour nettoyer les textiles dans l'Antiquité. C'est une donnée nouvelle apportée par ce programme. Par ailleurs, sur le terrain, une équipe a procédé au relevé topographique d'un monument qui s'est complètement effacé, mais qui est quand même un monument très important de l'île de Délos, qui est l'hippodrome, dont l'existence est attestée par plusieurs textes épigraphiques.
Il date probablement de l'époque classique et son relevé est complété cette année en ce moment même par une mission qui est en train d'étudier la composition du sol pour retrouver les niveaux de piste de cet hippodrome. Vous savez qu'il y a assez peu d'hippodromes conservés en Grèce. Nous avons organisé cette année un colloque sur les hippodromes. Celui de Délos figure en bonne place et nous avons besoin de données nouvelles pour pouvoir l'illustrer. Par ailleurs, l'école a achevé, avec le Polytechnique d'Athènes et la direction des Anastyloses, l'étude de la restauration de la statue d'Ophélius, qui est une statue gigantesque, plus grande que nature, présente dans le musée de Délos, qui donne des signes de fatigue sur son support et qui a besoin d'être démontée pour être remontée. Nous en avons fait un programme pilote avec l'école Polytechnique pour mettre au point des outils nouveaux de restauration, un relevé en 3D de l'ensemble de la statue par photogrammétrie, c'est-à-dire un nuage de points qui nous donne une image complète de la statue en relief, la construction d'un modèle 3D, et l'originalité ici, c'est que ce modèle, nous y avons introduit, l'école Polytechnique y a introduit par de savants calculs, la pondération, c'est-à-dire le poids total de la statue. En sorte que grâce à ce modèle, ce n'est pas seulement une image que nous pouvons tourner dans tous les sens, mais c'est une image qui nous permet de calculer la pression exercée sur tous les points d'appui de la statue quand elle repose. Ce qui nous permet de proposer différentes solutions pour la remonter avant même de passer sur la statue elle-même. Et nous sommes dans la phase aujourd'hui de validation d'une proposition que vous avez à l'extrême droite, qui est de rajouter un troisième point d'appui quasiment invisible à l'arrière de la statue et de soulager la pression qui s'exerce sur une cassure à la base de la cheville. C'est un prototype pour guider les travaux des restaurateurs quand on travaille sur des masses qui sont gigantesques. Autre site sur lequel nous avons travaillé, en Crète, à Malia, avec l'éphorie d'Héraclione, nous avons salué le centenaire du début des fouilles. C'est en effet en 1915 que Joseph Ratzidakis a commencé les fouilles au lieu-dit Asimo. L'école française prendra la suite en 1921, mais c'est en 1915 que les fouilles ont commencé et avec la mairie de Chersonèse, une cérémonie a été organisée. Par ailleurs, l'école, d'un point de vue scientifique, a travaillé sur le palais de Malia et un quartier pour en préparer l'étude. Le point intéressant à Malia, c'est l'étude, dans cette vue aérienne c'est particulièrement visible, c'est cette grande masse verte, la présence d'un marécage à l'arrière du site archéologique. Le site archéologique se trouve à droite, ce sont les toitures qui sont présentes sur les ruines que vous apercevez. Ce marécage, et les archéologues tournent autour depuis plusieurs années en se demandant est-ce qu'il existait dans l'Antiquité ou est-ce que la côte était beaucoup plus au sud, en sorte que le marécage marquerait l'emplacement d'un port ancien. Une campagne de prélèvement a été menée, ainsi qu'un relevé topographique, pour prélever dans le sol assez profondément des marqueurs éventuels. Ce qui apparaît dans cette campagne de prélèvement, c'est les analyses sont en cours, mais un premier résultat semble acquis. Les séquences palustres présentes dans les prélèvements confirment que le marais de Malia était présent dès le néolithique et chargé en eau douce. Et donc, il n'y a pas d'eau salée dans ce marais. On est donc en présence d'un marais formé par les résurgences. On est dans un relief karstique où l'eau circule en quantité. La Crète est une île jusqu'au XXe siècle qui était pleine d'eau. Autre site de Crète où l'école a repris les travaux, c'est le site de l'Anavlokos, juste à côté de Malia, à l'est. L'école a repris l'exploration du massif que Pierre de Marne avait exploré dans l'entre-deux-guerres et sur lequel l'éphorie du Lacity avait mené en 2013-2014 des fouilles de sauvetage. En accord avec l'éphorie, la mission menée par l'école avait deux objectifs. La production d'un premier plan topographique de l'ensemble des vestiges visibles, 300 structures ont été répertoriées, et prospecter l'ensemble du massif en ramassant le matériel visible. La campagne a surtout permis l'identification précise d'un sanctuaire que de Marne avait fouillé en 1930, mais qu'on avait perdu de vue depuis. Or, ce sanctuaire est très important car il donne des signes d'occupation depuis 1100 avant Jésus-Christ jusqu'à 700 avant, c'est-à-dire qu'il est à la charnière de la fin de l'âge du bronze et de l'époque archaïque.
Il joue donc un rôle considérable dans ce mécanisme de la naissance des cités ou de la renaissance des cités que l'on voit en Crète, en particulier au 9e, 8e siècle avant Jésus-Christ. La campagne va donc se poursuivre ici pour identifier les liens de ce sanctuaire avec la ville qui se trouve plus à l'est et la nécropole qui se trouve plus à l'ouest. À Chypre, ensuite, pour finir, à Amathonte, l'école a poursuivi l'exploration de la partie basse du site archéologique en contrebas de l'acropole, à l'arrière du port hellénistique, avec 2 opérations. Une première opération d'étude de l'environnement, avec une campagne de géomorphologie qui avait été menée déjà en 2014 et qui avait montré l'existence d'une paléoplage à l'arrière du port, c'est-à-dire que nous n'avions pas affaire à un port intérieur, mais à une plage plus ancienne qui n'avait pas été aménagée, donc antérieure à l'époque hellénistique. En 2015, une équipe a étudié plus précisément la formation de la ligne de côte et ses variations depuis les époques les plus anciennes jusqu'aux époques historiques. On est en attente des résultats d'analyse qui ont été menés. Par ailleurs, la fouille de 2014 a été poursuivie dans une zone au contact de l'agora et de cette paléoplage pour essayer de voir comment commence la cité au contact de cette paléoplage. Ces fouilles ont donné des résultats intéressants, des murs d'époque impériale, plusieurs fosses de rejet d'une activité artisanale tardive ont été identifiées. Ces fosses ont livré une abondante quantité de murex servant à la production de la pourpre. Il y a probablement là, à proximité, un atelier servant à la production, un atelier de teinturier servant à la production de la pourpre. Il fait partie des objectifs de la campagne de 2016 d'essayer de le localiser. À noter, parmi le matériel découvert, la découverte d'un autel remployé dans un mur. Vous l'avez ici en bas à gauche. Remployé dans un mur. Il est dans un mur d'époque impériale. Il est sans doute lié au réaménagement de l'ensemble de l'agora à la suite d'un tremblement de terre qui a frappé les cités de Chypre sous Auguste. Cet autel porte une dédicace qui va être publiée très prochainement dans le bulletin de correspondance hellénique en l'honneur des souverains lagides Ptolémée X et Bérénice III, désignés comme dieux sauveurs, ce qui est assez rare à Chypre. Enfin, l'année 2015 marquait les 40 ans de la mission française. C'est une mission qui a été confiée à la France juste après les événements tragiques de 1974. C'est donc une mission qui a une très grande valeur politique et symbolique. Et cet anniversaire a été marqué par plusieurs manifestations. Un colloque à Athènes en partenariat avec la Maison de Chypre et une exposition qui s'est tenue à l'école d'Athènes ici et au musée archéologique de Nicosie avec le soutien de la Fondation Levendis, de l'ambassade de France et du département des Antiquités. Dernier site que je veux vous présenter et qui n'est pas le moindre dans notre programme en ce moment par ses résultats, le site de Klimonas, toujours à Chypre, qui se trouve à côté d'Amathonte. Ces recherches menées par une équipe de l'École des hautes études en sciences sociales, du CNRS et du Musée de l'Homme depuis 2009 s'inscrivent dans une opération de sauvetage portant sur un site de la plus ancienne phase du néolithique pré-céramique. On se situe aux alentours de 11 000, 10 000 avant Jésus-Christ. La campagne de 2015 visait l'achèvement de la fouille d'un bâtiment circulaire de 6 mètres de diamètre, le bâtiment numéro 800, c'est celui que vous avez ici à l'écran et sur le dessin, et l'exploration d'une zone appelée secteur B où avait été repérée la présence de riches comblements du néolithique pré-céramique. Le bâtiment 800 a livré d'importantes informations en matière de paléo-environnement, en particulier des céréales conservées en cours de domestication, c'est-à-dire que ce n'est plus la forme sauvage de la graine, mais c'est déjà une forme qui a été acculturée, en quelque sorte. Et donc, on est dans les tout premiers moments de la néolithisation de Chypre. Le décapage du secteur B a mis en évidence quelque chose d'encore plus important qui est en cours d'exploration en ce moment, un complexe exceptionnel d'au moins 23 bâtiments de terre crue, juxtaposés ou se recoupant les uns les autres. Ces découvertes offrent maintenant une image précise de l'extension du village sur près d'un demi-hectare. C'est actuellement le plus ancien village néolithique de Chypre. Et la grosse surprise, c'est qu'il est contemporain des premiers villages néolithiques en Syrie et sur la côte syro-palestinienne, c'est-à-dire qu'il y a quasi-simultanéité de la néolithisation de la Méditerranée orientale. C'est un résultat qui va faire évidemment beaucoup de bruit auprès des spécialistes et pas seulement. Passons maintenant à la section moderne et contemporaine,
qui a mené un certain nombre de programmes. Depuis 2012, cette section mène des programmes qui a pour ambition de collecter et de mettre en valeur des données issues du terrain ou issues d'archives étudiées. 3 exemples, très rapidement, pour ne pas durer trop longtemps. Tout d'abord, le programme Armée d'Orient, dont vous avez entendu parler l'an dernier, et qui a fait l'objet de la conférence de l'an dernier et qui a été mis en route dans l'année 2015. L'École française d'Athènes a lancé donc les bases d'un programme pluriannuel visant à retracer les enjeux politiques, militaires, culturels et économiques du front d'Orient, mais aussi à rétablir la mémoire oubliée de ce théâtre d'opération, oublié aussi bien en France qu'en Grèce. Ce programme réunit un grand nombre de partenariats sur lesquels je passe ici rapidement, sachant en tout cas qu'il a reçu le label de la mission du centenaire en tant que tel et qu'il va être mené dans les années qui suivent. Le programme propose ainsi une archéologie de l'armée française d'Orient ainsi qu'une ethnologie de ses combattants avec 3 axes. L'étude de l'œuvre de l'armée d'Orient, en particulier les travaux du génie, depuis la reconstruction de Thessalonique jusqu'à l'assèchement des plaines de Macédoine, la lutte contre la malaria, la construction des infrastructures. Le programme vise aussi à constituer une base de données géographique des archives de la défense. On a énormément de documents sur tous les villages de Macédoine, de Thrace, avec des photos très précises et des cartes qui nous donnent tous les toponymes de 1915 à 1919, dans les toponymes dans la version turque ou grecque, suivant les lieux. Et dernier axe, l'étude de destin de poilus, puisque nous pouvons suivre, non seulement par des états de service, mais par des journaux et des correspondances, les poilus depuis leur lieu de mobilisation, du fin fond de la Bretagne, du fin fond de l'Aquitaine, jusqu'à la Bulgarie ou jusqu'à Istanbul, avec évidemment tout l'effarement et la surprise de ces poilus découvrant cet Orient qui n'en est pas tout à fait un, mais qui en tout cas les a beaucoup frappés. Deuxième programme, dont je vais vous dire un mot, le programme Paris-Athènes, 1945-1975. J'en parle d'autant plus que l'Institut français en est partenaire. Ce programme a vu en 2015 la tenue d'un colloque sur l'architecture dans les relations franco-grecques après la Seconde Guerre mondiale. Ce colloque a permis de faire le point sur la spécificité du double voyage des Français vers la Grèce et des Grecs vers la France après 1945. Spécificité qui voit des architectes grecs qui n'ont plus désormais pour but principal de revenir en Grèce après leurs études, après s'être formés à Paris, mais qui souvent restent en France longuement pour participer à l'élaboration de la nouvelle architecture, principalement dans l'entourage de Le Corbusier, avec des gens comme Provelengios, Kandilis ou Xenakis. Troisième et dernier programme dont je veux vous dire un mot, le programme Transformation urbaine et migration internationale, en collaboration avec l'EKE et l'université Harrokopion. Une mission d'étude a été effectuée avec comme sujet la transformation du tissu commercial dans le centre d'Athènes. Les chercheurs ont mené des inventaires analytiques de l'ensemble des entreprises situées au rez-de-chaussée de 28 rues, réparties dans 3 secteurs d'Athènes, autour de la place Omonia, autour de la place Victorias et dans le secteur Patission-Kypseli. Au total, plus de 2300 entreprises ont été inventoriées et cartographiées. Nous mettons aussi là en place un outil numérique, un SIG, un système d'information géographique sur ces données sociales. Il s'agit de commerces de détail de plusieurs types qui sont inventoriés et identifiés très précisément. Plus de 31 pays d'origine différents ont été recensés. Il se dessine une dynamique démographique qui modifie en profondeur l'histoire urbaine d'Athènes. Je dois dire que l'École française est heureuse de renouer avec l'histoire d'Athènes par cette recherche. L'École française, j'aurai l'occasion de le rappeler à d'autres occasions, l'École française d'Athènes a très tôt travaillé sur l'histoire d'Athènes parce qu'au programme, elle renoue avec des premiers travaux qu'elle avait faits dans les années 1850. Dernier point que je voudrais soulever pour présenter, la politique que l'école a pu mener en matière de ressources documentaires à disposition des chercheurs. En parallèle de cette politique de recherche, l'école a continué d'enrichir ces ressources qu'elle met à disposition non seulement des chercheurs mais du public. Vous le trouverez sur le site internet de l'école. Ainsi, le service des archives a mis en ligne plusieurs notices signalant des fonds déposés chez nous. Sous un onglet qui s'appelle le dossier du mois, vous avez les Français à Chypre au 19e, les Français et la Grande Guerre, l'école française dans la Grande Guerre, etc. Et vous trouverez un descriptif des documents présents et un certain nombre de documents reproduits et accessibles en ligne. Vous pourrez voir d'ailleurs à l'école un exemple
de la valorisation de ces fonds menés par le service, qui est une exposition sur l'architecte Tournaire, présentée dans le cadre de la Journée mondiale des archives le 9 juin, et qui se tient dans la salle où a lieu la vente des livres. Ce sont des aquarelles de l'architecte dont nous possédons les originaux et qui vous sont présentés avec une petite notice et qui vous explique un peu ces trésors que nous possédons. Par ailleurs, un programme de numérisation de la collection d'estampage de l'École française est en cours de réalisation avec comme partenaire la Maison de l'Orient à Lyon. Une première tranche de 4000 documents ont été numérisés sur un ensemble de 10 000. Ils seront bientôt accessibles en ligne pour les spécialistes. L'école continue d'enrichir ses fonds par des dons. J'en signale un qui concerne ici la Grèce et qui est particulièrement intéressant. L'école a récemment reçu une partie des archives de la famille d'Émile Gilliéron, le grand restaurateur, la grande famille de restaurateurs de Grèce, dont le matériel de l'atelier de restauration et de reproduction a été déposé à l'école. Vous avez ici une vue de ce fonds en cours de traitement et de classement pour être stocké en vue d'une étude plus précise. L'école exprime sa vive reconnaissance à M. Émile Gilliéron pour ce don. Par ailleurs, toujours en matière de politique documentaire, je vous signale un outil très commode pour se tenir au courant de l'actualité archéologique. Nous avons poursuivi la fructueuse collaboration avec la British School pour la chronique des fouilles en ligne, qui est très fréquentée à travers le monde, comme le montrent les chiffres de fréquentation. Chaque année, nous avons plus de 10 000 visiteurs qui viennent de l'ensemble des pays du monde consulter les données archéologiques. Vous avez une carte, vous avez un index par nom, vous avez un index par période, et qui vous permet de suivre les résultats archéologiques dès qu'ils sont publiés. Ils sont dépouillés par la British School et par l'École française et mis en ligne. C'est un outil qui est extrêmement commode et accessible à tous. Dernier point, la bibliothèque continue d'attirer un nombre de lecteurs chaque année plus important grâce à la richesse de ses collections. Elle a acquis en 2015 plus de 1500 monographies supplémentaires, dont presque la moitié, je le signale, par dons et échanges. C'est pour nous un moyen d'enrichissement des collections très important. Elle a enregistré plus de 9000 entrées, soit légèrement plus qu'en 2014. On gagne donc de nouveaux amis de la bibliothèque et c'est un grand bonheur pour nous. En matière de diffusion, l'école assure cette mission avec un certain nombre de résultats. Le service des publications a produit des volumes, dont vous avez ici quelques exemples. En particulier, un volume que je vous signale à droite, l'Atlas de Délos, en partenariat avec l'Institut de recherche sur l'architecture antique, qui est un laboratoire du CNRS français, qui est une véritable prouesse d'édition en raison de la complexité des planches et du projet éditorial. Mais vous avez là la totalité de l'île qui est accessible en plan. Ça a servi de support au SIG qui a ensuite été décliné à partir de ça. Il a fait l'objet d'une présentation organisée par la municipalité de Mykonos et l'Éphorie des Cyclades qui a rencontré un grand succès. Et ce livre va devenir un outil, un usuel pour les chercheurs et les amis de Délos. Des coéditions sont venues compléter le catalogue des parutions. Vous en avez ici un certain nombre d'exemples qui ont été produits, en particulier avec la revue Estia sur le philosophe Axélos, acte d'un colloque publié et qui s'est tenu à l'École française d'Athènes. Vous trouverez quelques exemples de ces publications dans les années antérieures lors de la vente des livres de l'École française organisée depuis le 7 et qui se tient jusqu'à demain, où l'École rend accessibles ces livres dans les publications antérieures à des prix d'amis. Par ailleurs, les manifestations d'école sont toujours aussi nombreuses, plus de 60, que je ne vais évidemment pas détailler, colloques, séminaires ou conférences. J'attire votre attention, vous avez ici un ensemble, sur un colloque en particulier qui est celui qui portait sur le tirage au sort, car il a donné lieu, tirage au sort donc dans les cités antiques, et sur cette modalité démocratique de désignation des magistrats qui nous surprend un peu, mais qui était très pratiquée dans l'Antiquité, avec des machines spécifiques. Ce colloque avait ceci d'original qu'une maquette a été produite de ces machines à tirer au sort pour faire de l'archéologie expérimentale et a germé l'idée de fabriquer une réplique de ces machines et le projet est soumis à mécénat pour arriver à le fabriquer en marbre avec du métal et les dés et les plaques en métal qui font partie de ce mécanisme. C'était le moyen de tirer au sort les citoyens pour les faire participer aux magistratures et à la vie démocratique de la cité. Dans les conférences de l'École française, la parole a été donnée, je vous le signale, parce qu'on a réorienté ces conférences du jeudi, ces conférences mensuelles,
pour des collègues présentant des travaux récents et des résultats obtenus sur les fouilles. C'est ainsi que nos collègues du Pirée et de Thèbes, ainsi que de Delphes, sont venus nous présenter leurs travaux et les résultats au public de l'École française d'Athènes. Les séminaires spécialisés, on connaît toujours le même succès, en particulier le séminaire numismatique et épigraphique. Ce sont des séminaires, et j'attire votre attention là-dessus, qui sont des séminaires co-organisés avec un certain nombre d'institutions grecques et étrangères. Je vous rappelle qu'il y a 17 instituts étrangers de recherche à Athènes. Par exemple, le séminaire numismatique est organisé en collaboration avec l'école belge et avec le musée numismatique ainsi que le centre grec de la recherche. Les membres, de leur côté, tiennent un séminaire atelier qui connaît un grand succès, qui fait venir un certain nombre de jeunes chercheurs pour discuter de différents sujets, tant pour la section antique que pour la section contemporaine. Une partie de nos manifestations, je vous signale parce que ce n'est pas très connu ici, mais ça joue un grand rôle pour nous en termes de visibilité en France. Une partie de ces manifestations se déroule en France. Par exemple ici, le séminaire Histoire et Anthropologie qui se déroule à Paris tous les mois avec l'INALCO et l'École des hautes études en sciences sociales et l'Institut français d'études anatoliennes, consacré aux villes méditerranéennes et qui permet de fédérer le vivier des chercheurs travaillant sur la Méditerranée orientale et ensuite de les accueillir ici à Athènes. Voilà en quelques mots, et j'espère pas trop vite malgré tout, quelle a été l'activité de l'École française en 2015. Avant de vous présenter notre oratrice de ce soir, je ne résiste pas au plaisir toutefois de vous annoncer en avant-première une découverte faite à l'École française, ou plutôt une redécouverte, comme quoi il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Chypre ou au-delà pour faire des découvertes, c'est parfois juste chez soi qu'on peut les faire. La rénovation de la vieille salle de conférence dont je vous parle chaque année, qui a enfin débuté, s'est arrêtée immédiatement pour une raison tout à fait valable, puisque nous avons mis au jour un plafond décoré d'un grand décor néoclassique, assez bien conservé, dont vous avez ici quelques photos qui couvrent la totalité de la salle. La salle qui a été bâtie un peu après le bâtiment date de 1873, la salle date de 1897. Elle a été construite pour abriter la cérémonie du cinquantenaire. Elle a fait l'objet visiblement d'un programme décoratif important. Cette salle a subi de très nombreuses modifications qui ont fini par masquer ce décor et l'abîmer en un certain nombre de points. En accord avec l'euphorie des monuments récents, une restauration sera entreprise cette année, en 2016, et j'espère l'année prochaine pouvoir vous accueillir dans cette salle, en tout cas vous la faire visiter, rénovée. Cette redécouverte, en tout cas, nous permet, et c'est ce sur quoi je voudrais insister pour finir, de réinscrire l'école dans l'histoire de la ville d'Athènes et dans l'histoire du quartier de Néapolis, qui me paraît un élément important de l'histoire de l'école. Je vous remercie de votre attention et de votre patience. Pour poursuivre cette soirée, je suis très heureux et vraiment enchanté d'accueillir ce soir comme invitée Madame Véronique Chankowski, professeure d'histoire égéenne et d'économie antique à l'université de Lyon 2. Elle a été membre de l'École française d'Athènes de 1996 à 2000, puis directrice des études de 2006 à 2009. Elle est spécialiste d'histoire économique, sujet sur lequel elle a publié de nombreux articles. Elle a écrit une monographie remarquée, puisqu'elle a été primée par l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Cette monographie était intitulée « Athènes et Délos à l'époque classique, recherche sur l'administration du sanctuaire d'Apollon des Liens », qui était publiée en 2008. Ce soir, elle va nous présenter les travaux qu'elle a menés et qu'elle mène depuis quelques années sur les mécanismes de l'économie antique et en particulier sur les phénomènes de crise et sur l'analyse que l'on faisait dans l'Antiquité de ces crises économiques qui sont aujourd'hui notre pain quotidien depuis un certain nombre d'années. Je vous remercie de votre attention et je lui passe tout de suite la parole.